Bonjour, je m'appelle Juliette Leite, je suis architecte urbaniste, docteur en sociologie à la Sorbonne et professeur en architecture et urbanisme à l'Université fédérale de Pernambouco au Brésil. J'aimerais commencer par une question qui traverse mes recherches depuis quelque temps. Comment pouvons-nous comprendre la réalité dynamique et changeante des espaces urbains? Cette question s'inscrit dans une critique de l'urbanisme classique qui tend à concevoir la ville uniquement en termes de fonction, comme une totalité homogène, compacte. Une telle vision a pour effet de réduire la diversité qui caractérise la ville, menant souvent à une généralisation. Or, nous le savons bien, que ce soit au Brésil, en Afrique ou ailleurs, les villes sont traversées par une pluralité d'imaginaires, des cultures, des rythmes de vie, des temporalités. Pour dépasser cette vision fonctionnaliste et limitée de l'urbain, j'ai choisi d'adopter une approche qui s'intéresse aux formes sensibles de la ville, aux ambiances, aux qualités perceptives de certains lieux, telles qu'elles sont ressenties et racontées, à travers la parole, les gestes, les possibilités du langage. Autrement dit, il s'agit d'observer la ville à partir des pratiques situées dans des espaces concrets, dans un va-et-vient entre les sujets et l'environnement urbain. Car au fond, l'humain et la ville se façonnent mutuellement. L'humain et la ville étant un l'image de l'autre. Mais pourquoi les imaginaires? Parce qu'ils nous présentent les véritables archives de la ville. C'est ce que Michel de Certeau suggère lorsqu'il parle du langage de l'imaginaire urbain, fait des gestes, des pratiques du quotidien, des savoir-faire, des récits ordinaires. Autrement dit, un langage vivant, incarné, qui révèle ce que la ville signifie réellement pour ceux qui l'habitent, au-delà des plans et des statistiques. L'interprétation des sensations et des émotions liées au lieu reste encore trop peu mobilisée par les pratiques urbanistiques contemporaines, alors même que ces données sensibles ouvrent un accès direct à l'imaginaire des espaces. Or, on ne peut pas analyser les transformations de la ville sans prendre en compte les images que les habitants produisent, échangent et transmettent à propos de leur territoire. Les images de la ville, à travers les représentations, les mémoires, les émotions, nous aident à restituer la narrativité des espaces. Il s'agit des espaces qui parlent, qui portent la voix des habitants dans la vie quotidienne, dans les manières d'habiter, à travers les pratiques ancrées dans la matérialité des formes, car la ville est à la fois une production imaginaire, matérielle et culturelle. Je prends donc l'idée chère à Michel de Certeau d'explorer les possibilités du langage pour révéler les narrativités de la ville. Car comme il souligne, formenter ou restaurer cette narrativité de l'espace habité, c'est aussi une tâche de réhabilitation symbolique, mais aussi politique. Restaurer cette narrativité, je répète, cette narrativité de l'espace habité, c'est aussi une tâche de réhabilitation symbolique, mais aussi politique des espaces. La réflexion sur l'imaginaire que je mobilise dans mes recherches est elle-même profondément pluridisciplinaire. Parmi les principaux auteurs de référence, je citerai Gaston Bachelard, Gilbert Durand, Pierre Sansot, Michel Maffezoli, ainsi que Daniel Pita, qui a joué un rôle central dans l'élaboration méthodologique dont je parlerai dans la deuxième partie. Selon Gilbert Durand, l'imaginaire est défini comme un ensemble d'images et de relations d'images intensement chargées d'affectivité qui organisent les rapports de l'homme au monde extérieur. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle l'imaginaire relèverait du domaine de l'illusion, du fantasme ou de l'irréel, je partage l'idée selon laquelle l'imaginaire donne du sens à notre manière d'être au monde. Il structure notre perception du temps, de l'espace, de la société et de nous-mêmes à travers un processus de sédimentation et de création permanent.
Autrement dit, l'imaginaire n'est pas un simple reflet de la réalité non plus, c'est une condition relationnelle et réflexive. Il nous faut aussi aborder ce qui constitue le cœur de la notion d'imaginaire, les images. Aujourd'hui, nous vivons immergés dans des images, photographies, cinéma, publicité, discours politiques. Mais il est important de rappeler que même sans les moyens techniques modernes que nous avons aujourd'hui, l'être humain n'a jamais vécu sans images. Peinture rupestre, mythes anciens, poésie, théâtre. La formation des images dépend de la relation entre l'homme et son environnement, qu'il soit physique, naturel ou symbolique. Ces mondes d'images participent pleinement au processus de construction des sens partagés au sein des collectivités humaines. Et l'imagination, quant à elle, constitue une dynamique de mise en relation entre l'image et ce qui est vécu, dans un mouvement constant de production de signification. C'est ce qu'on appelle la symbolisation. Elle s'opère également à travers des processus comme la rêverie, la poésie, dans laquelle la signification se charge d'affaires. Ainsi, les imaginaires urbains, bien au-delà d'un simple réservoir d'images, reposent sur celles qui acquièrent une valeur symbolique, c'est-à-dire des images qui vont au-delà de l'empirique. Dans cette perspective, la ville devient un champ fertile pour l'élaboration des images et d'imaginaires. Les imaginaires urbains sont au cœur des processus sociaux, de la subjectivation, de la mémoire collective, des identifications, mais aussi des négociations politiques. Pour mes recherches, elles sont à la fois objets de réflexion et outils d'expérimentation. Comme le décrit Dominique Malaquais, la ville est le lieu d'un imaginaire porté à l'être par l'aspiration de ses habitants à faire d'elle ce qui, selon eux, elle pourrait être. L'imaginaire, à son tour, il donne naissance à de nouvelles cartographies mentales et matérielles qui proclament justement notre avenir collectif. Les imaginaires urbains peuvent aussi reproduire des visions hégémoniques, celles du mythe du progrès, des utopies modernistes, des publicités architecturales, comme les infrastructures monumentales des stades de football, mais peuvent aussi faire émerger des formes contre-hégémoniques enracinées dans la sensibilité quotidienne, la mémoire partagée, les histoires de vie, l'art ou encore l'architecture vernaculaire et autochtone.